cas, merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais déjà saluer mes prédécesseurs pour la qualité de leur intervention. Vous remercier également d'être restés et de nous écouter, certainement de nous corriger également. Lorsqu'on m'a fait la proposition de travailler sur les opportunités d'employabilité du secteur de la culture, j'étais un peu dubitatif. D'abord, il a dit tout à l'heure, il a parlé de 126 métiers. Je pense qu'on l'a compté à 10 ans, les 126 métiers de la culture. Ça dépasse 10 ans. C'est pour dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique et toute l'innovation créative, on pourrait atteindre 200. Pourquoi pas? Voilà. Donc, cet protéisme du secteur de la culture fait que ce n'est pas évident de parler de l'employabilité dans notre secteur. D'autant plus que notre secteur a deux pans. Est-ce qu'on peut enlever un peu de trêve dans mon micro? Je suis aussi manager, donc je connais la scène. Voilà, un peu de basse, comme ça, je m'entends comme un petit enfant de 14 ans. Ou bien je vais parler avec le micro des autres, je préfère. Il y a assez d'écho. Voilà. Ok, voilà. Est-ce qu'on peut... Oh, merci. Voilà, donc je disais que dans notre secteur, nous avons deux grands pôles, deux grandes écoles, deux grandes intelligences, dont nous sommes tous héritiers et que nous travaillons maintenant soit à amenuiser ou à corriger. La première école, c'est l'école du président Sédar Senghor. Ouais. La culture doit être non marchande. C'est de la responsabilité de l'État de la supporter et d'engager, j'allais dire, toute sa protection. Et puis derrière, nous avons une nouvelle école qui ne date pas d'il y a très longtemps, qui parle d'économie de la culture. Du coup, nous avons deux problématiques. Il y en a qui disent que non, il ne faut pas folkloriser la culture, il ne faut pas la standardiser, il faut la protéger, donc elle doit être non marchande. Et il y a la nouvelle école dont je suis adepte, qui parle d'économie de la culture, qui dit non, la culture est une richesse qu'il faut monétiser. Voici comment est né les entrepreneurs culturels. Sinon, et aujourd'hui, ça persiste. Beaucoup d'entrepreneurs ont des associations dans la poche. Comme moi. Ah, d'accord. Je ne dirai pas de nom. Mais c'est pour dire que la thématique n'était pas assez facile à aborder. Parce que d'abord, il ne faut pas heurter ceux qui sont du côté de la culture non marchande, parce que c'est eux qui permettent aussi sa préservation. Si ça ne tenait qu'à nous, tout ce qui est rite sacré, on allait organiser des concerts pour les faire. Donc il y a cette école aussi qui nous invite à contribuer au développement économique et social, à contribuer à l'assiette fiscale et au PIB, et surtout qui nous demande d'être des acteurs de développement. Donc c'est sur ce dernier paramètre que j'ai essayé de construire mon intervention de ce jour. Je disais que construire une suite d'idées et de la mettre en œuvre pour accompagner la création d'entreprises innovantes et créatrices de valeurs inclusives est un défi majeur pour nous tous, surtout nous Africains. Surtout dans sa composante culturelle. Parce que la plupart du temps, on dit toujours que la culture est le parent pour les gouvernements. Nous avons les plus petits budgets, nous avons les ministres les moins cotés par le moment, nous avons très peu de regards sur notre secteur. C'est donc un défi pour nous en tant qu'acteurs de développer des projets innovants pour affirmer notre place dans l'assiette financière de nos États. C'est pour dire que si nous voulons continuer de demander à l'État de nous construire des grandes salles comme le Grand Théâtre National de Dakar, si nous voulons demander à l'État de nous construire des salles de spectacle, des infrastructures,
il va falloir qu'on puisse dire à l'État qu'est-ce qu'on apporte. Quel poids faisons-nous dans le PIB? Je pense que lorsqu'on va vers les exigences, voici comment les économistes nous accueillent. Quel est votre poids dans l'assiette fiscale? Est-ce que vous payez des impôts? Est-ce que vous créez des emplois? Vous avez combien d'employés? Combien d'acteurs interviennent dans votre secteur? Ainsi de suite. Voici comment nous, on est jugés vis-à-vis de l'État. Du coup, le secteur des industries culturelles et créatives est devenu plus dynamique ces dernières années. Parce que on a à un moment donné décidé d'être des acteurs de développement, de produire des richesses et surtout avec le retrait ou du moins la diminution de l'aide à la culture a fait que beaucoup sont devenus entrepreneurs d'abord par obligation parce qu'ils n'avaient plus de subventions. Beaucoup sont devenus entrepreneurs parce qu'il fallait exister, il fallait résister, il fallait continuer à produire. Voici comment beaucoup d'entreprises, surtout les toutes premières sociétés culturelles, sont nées. Je voudrais parler des métiers de notre secteur parce qu'on est tellement resté figé sur une catégorie de métiers qui sont même en train de disparaître et qu'on risque de perdre manne financière de métiers qui sont en train de naître. J'ai vu entre-temps l'arrivée du doyen Alex Boissel. Il vous dira que pour commencer, un bon manager avait juste besoin d'un numéro de téléphone. Il est assis et puis on l'appelle. Il avait juste besoin d'un compte Gmail ou du moins avec DHL d'envoyer ses œuvres dans un festival et puis il est assis. Il sait que s'il n'est pas programmé cette édition, l'édition prochaine, il sera programmé. C'était facile. Aujourd'hui, même ceux qui sont amis au directeur du festival n'arrivent pas à programmer leurs artistes sur tous les festivals. Parce que l'offre est devenue grande, le professionnalisme a touché presque tout le monde et les budgets des festivals ont considérablement diminué. Je fais un tour pour parler des différents modèles économiques dans notre secteur. On a travaillé, bien sûr, avec les gens de la première école, de la culture non marchande, à habituer une bonne partie de nos consommateurs à la gratuité d'accès à la culture. On fait des festivals gratuits, on faisait des pièces de théâtre gratuitement, on allait à la limite nous offrir aux consommateurs parce qu'on avait un bailleur de fonds qui payait la facture. Quand le bailleur de fonds a décidé de ne plus être là, on retourne vers celui chez qui on est allé pendant plus de 10 ans, l'offrir quelque chose gracieusement pour lui demander, pour lui dire que désormais, il doit payer pour être servi. Voici la grande problématique du modèle économique de notre secteur. Parce que si nous n'arrivons pas à asseoir un modèle économique viable et durable, nous allons faire de grands discours, nous aurons de grands noms, mais nous n'aurons pas d'existence dans le PIB. Pourtant, c'est ce qui doit justifier le dynamisme de notre secteur. Nous sommes un secteur qui pouvait réunir 50 000, 60 000 personnes dans un stade juste pour chanter, danser, rire et rentrer à la maison. Et à la fin de l'année, quand l'État fait ses comptes, en tant c'est une association qui a organisé. Les types, ils n'ont qu'un seul employé ou souvent, ils n'en ont même pas. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas versé 10 francs d'impôt dans cette affaire. Voici comment
la problématique du modèle économique nous interroge tous. Quel modèle économique faut-il pour notre secteur? C'est lorsqu'on va définir le modèle économique de notre secteur qu'on va tirer toute la tranche de métiers et d'opportunités d'emploi de notre secteur. Parce que lorsqu'on va commencer à réfléchir non plus avec émotion, comme nos artistes, parce que nous, en tant que managers, c'est aussi ça, c'est de les laisser rêver et nous d'essayer de réaliser. Si vous rêvez en même temps que l'artiste, vous allez vous engager dans des passions. C'est là où vous finissez, vous faites toujours des concerts et puis à la fin, vous êtes obligé d'éteindre votre téléphone parce que vous devez à tout le monde. Par contre, lorsque l'auteur, le génie, rêve, il parle avec ses anges, vous devez rester sur terre et parler avec les partenaires. Merci. Donc, pour poursuivre, notre secteur regorge tellement de projets et d'entreprises divers. Nous qui sommes tous là, si on demande, rapidement, on dirait que nous faisons tous la même chose. Production, édition, distribution, management, booking, communication événementielle, digital, planification, conception de projet. On ne va pas sortir de ces éléments que je viens de citer. Mais si on nous prend individuellement, chacun connaît ce qu'il fait. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Donc on a une panoplie d'activités que nous disons à tout le monde que c'est ce que nous faisons. Mais dans le fond, c'est peut-être une seule activité qui permet à la société d'exister. Si nous nous concentrons très bien sur l'activité que nous connaissons le mieux et que nous nous spécialisons que dans ça, vous savez ce qui va se passer? Nous allons tellement développer notre société que nous pourrons employer les autres compétences dont nous avons besoin dans notre société. C'est aussi ça l'excellence. Parce que notre génération, et les doyens m'en excusent, mais notre génération est confrontée à un défi de spécialisation. On fait du tout. Tu vas trouver le manager, il est le porteur du projet, il est l'agent, d'autres artistes, il fait du booking. À la fin, vous ne pouvez pas être compétitif face au petit toubab lorsqu'il débarque. Il vient avec une seule compétence, mais il le fait tellement bien qu'après, on a l'impression que c'est lui qui doit vous enseigner. L'émergence du numérique a créé une dualité, une grande opportunité, tout le monde le dit, mais derrière, ça a aussi créé une menace quelque part. Parce que quand nous réfléchissions il y a quelques années sur l'avenir du métier de manager, on pensait encore à faire des dépôts de CD dans les capitales. À Dakar, envoyer 5... Oui, puisque c'est ce qu'on faisait. Les doyens peuvent confirmer. Quand ils sortaient un album, ils faisaient des dépôts. Puisqu'on n'avait pas encore de distributeur. Dépôt-vente. Et vous pouvez déposer vos CD dans un pays. Un an après, on n'a vendu que 2-3 CD. Si jamais vous avez vendu. Voici comment on a réfléchi à la problématique. Et puis un jour, on est assis, on a les chansons dans nos téléphones. On se demande, mais comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'on attendait de l'innovation, mais ce n'était pas aussi rapide. C'est allé tellement vite avec le numérique qu'aujourd'hui, une catégorie de nos doyens n'ont pas pu suivre l'évolution. À l'époque, on avait quoi? 1-2 mails par semaine ou par mois. Internet avec des cybercafés. Aujourd'hui, individuellement, je sais que chacun de nous ici gère une dizaine. Ça, c'est le minimum. Et ça, c'est vraiment les périodes
de basse marée comme la saison des pluies. Sinon, c'est des centaines de milles par semaine. C'est aller très vite. Un autre volet de notre secteur qui est un peu en dents de scie, un peu basse marée, haute marée, mais qui est aussi une grande opportunité d'emploi, c'est le droit d'auteur et les droits voisins. Les droits d'auteur ont permis, dans certains pays, et je parle bien sûr du Burkina que je connais le plus, à beaucoup d'artistes de s'autoproduire. Je vous dis que nous avons des artistes qui touchent des dizaines de millions. Nous avons des instrumentistes. Je ne parle même pas des auteurs et des interprètes, des instrumentistes qui touchent des millions, qui ont même monté leur petit studio grâce aux revenus du droit d'auteur. Ça existe. Ça existe bien chez nous. Avec les revenus du droit d'auteur, ils ont pu installer leur propre studio et que ça fonctionne avec, bien sûr, beaucoup de personnes qui travaillent à l'intérieur, notamment des ingénieurs son, des régisseurs de studios et bien d'autres. On a pas mal de pays qui ne sont pas encore au même diapason en matière d'évolution du droit d'auteur. Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que manager de porter cette démarche. Lorsque j'avais évoqué ce cas il y a quelques années, les managers m'avaient dit qu'ils ne sont pas bénéficiaires de droits, ils ne vont pas faire le combat pour les autres. Puisqu'on n'est pas bénéficiaire de droits d'auteur. Donc, si aujourd'hui vous vous battez pour plus de droits, en fait, c'est comme si vous faites la bagarre pour les autres. Mais je voudrais dire que non. Si nos artistes sont bien financièrement, je pense que ça pourrait nous éviter quelques coups de fil et beaucoup de courses pour les productions et les petits projets des artistes. Je vais vers la fin et c'est là où je voudrais parler de ce qui nous réunit, de réseautage, parce que les enjeux de coopération et de mutualisation sont désormais au centre même surtout des réseaux compétitifs. J'ai été content et en même temps surpris lorsque le directeur du Grand Théâtre a parlé de REDAO et ça sonnait comme un nouvel outil dans la tête de tout le monde. Pourtant, il existe depuis au moins 6 ans le réseau des espaces de diffusion. Ça existe depuis parce que je me rappelle à l'époque, j'avais travaillé avec quelques partenaires sur sa conceptualisation et tout. Mais eux-mêmes peinent à le dynamiser. Et si nous voulons que ce soit dynamique, il faut que ce soit nous. Il y en a qui sont déjà opérationnels et dynamiques, comme le camp de Togo, du Burkina, du Congo, de la Mauritanie et bientôt du Sénégal. Je voyais une de mes collaboratrices d'ailleurs dans ce réseau des ICAM dans la salle, Mariam Guindo. Donc, il faudrait qu'on se dise que si nous voulons parler d'employabilité de notre secteur, si nous voulons parler de spécialisation de notre secteur, il faudrait que nous parlions de formation. Il faudrait que nous parlions de renforcement de capacité. Il faudrait que nous parlions ensemble de perspective de notre secteur. Parce que si nous n'allons pas vers là, nous allons rester manager, producteur, éditeur, distributeur, booker, agent et j'en passe. Mais si nous voulons que notre secteur compte dans l'assiette des économies, si nous voulons que notre parole porte, si vous remarquez, je ne connais pas tous les pays politiquement, mais quand vous regardez dans certains pays, il y a des gens, on leur nomme d'abord ministre d'État avant de leur ajouter un portefeuille.
Vous entendez très très rarement un ministre d'État, un ministre de la Culture. C'est dû à notre poids dans l'assiette économique. Que vaut la culture devant les mines ou devant les industries de pêche ou de... Qu'est-ce que nous valons? Et c'est à nous de définir cela. Et si nous voulons définir cela, il va falloir que nous allons vers une mutualisation de nos forces. Les réseaux fonctionnent généralement quand les membres en interne arrivent à développer de la synergie. Comme lorsque un artiste burkinabé va à Abidjan, aujourd'hui nous ne sommes plus tracassés d'exiger beaucoup de billets aux promoteurs parce que nous savons que Diaboy peut s'en occuper et il le fait très bien. Je vais à Abidjan pour d'autres choses, mais si c'est juste pour des concerts ou une prestation, je n'ai plus besoin de ça. Il est là, il va s'en occuper et ça va bien se passer. Si nous allons vers cette mutualisation, vous verrez que nous allons d'abord réduire les charges liées aux tournées que nous montons pour nos artistes, pour des festivals dont les budgets sont en constante chute. Pas de sponsors, moins de subventions, les partenaires disparaissent. Donc, il va falloir que dans notre conception, dans notre réflexion, nous pensons à cette collaboration créative, à ce dynamisme, que nous pourrions créer d'abord entre nous. C'est de ces initiatives que le réseau va se nourrir. C'est de ces initiatives que dans une année, quand nous reviendrons à Dakar pour l'acte 2 de la Semaine internationale du management artistique, qu'on puisse définir à partir de l'atelier 1 combien d'ouvertures nous avons pu faire. Est-ce que nous avons pu recruter? Parce que je sais que chez nous, la règle, c'est une secrétaire, après le reste, on verra. Voilà, c'est combien de collaborateurs nous avons à notre sein, comment nous gérons tout ça. C'est en cela que nous pourrons parler véritablement d'emploi culturel dans notre secteur. En guise de conclusion, je voudrais que ces assises soient le point de départ d'une nouvelle forme de collaboration sud-sud et un espace de promotion du mérite et de l'excellence. Et je finis toujours mes communications avec cette maxime de mon mentor à moi, M. Mahmoud Afé, qui un jour, il rentre dans une salle, il nous regarde, et puis il dit, les jeunes, vous savez quoi? La vie est difficile pour les gens passables. Point. Et puis il va s'asseoir. Je peux le répéter. La vie est difficile pour les gens passables. Je vous invite, chacun de nous, à cultiver l'excellence et à aller vers l'excellence. Je vous remercie.